Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, visite d'une délégation ministérielle de haut niveau au centre d'isolement et de quarantaine afin de prévenir contre le coronavirus. Et dans l'actualité internationale, Alep libéré, son aéroport rouvre, la conquête d'Idlib se poursuit. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À l'instar de tous les pays, la République de Djibouti a pris toutes les dispositions préventives nécessaires dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des cas de coronavirus afin de répondre avec efficacité en cas d'urgence. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus apparu en Chine, le ministère de la Santé a pris toutes les précautions nécessaires et utiles dans le cadre de son plan de riposte contre cette maladie hautement contagieuse, notamment à travers la mise en place d'un centre d'opération et d'urgence qui assure la coordination multisectorielle. À cet effet, une délégation de haut niveau et de haute volée a effectué une visite des lieux pour s'enquérir des différents sites mis en place par le département de la Santé. En effet, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, accompagné de plusieurs collègues, dont le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le ministre des Affaires musulmanes, des biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, le ministre du Budget, Abdoukarim Al-Cher, et le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Redouane Abdullahi Badon. Les membres du gouvernement ont donc visité les circuits de prise en charge qui est composé d'une unité d'isolement pour la prise en charge des cas suspects et d'un centre de quarantaine pour les personnes contactées ou celles sont de retour de Chine. Bien qu'à ce jour, notre pays ne déplore aucun cas suspect de coronavirus, le département de la Santé, et en étroite collaboration avec les autres départements sectoriels, s'est doté d'un système efficace de gestion des incidents qui répondent aux normes standards décidées dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de ce cas de coronavirus. Écoutons à présent le directeur de l'INSPD lors de la prévention et la prise en charge des cas de coronavirus. La santé a mis en place un circuit très spécifique pour l'isolement et la mise en place des quarantaines. À côté, nous avons un autre centre d'isolement pour les patients suspects et qui ne présentent pas les symptômes cliniques ou qui ne présentent pas des problèmes liés pour le virus du coronavirus. C'est un service qui a été mis en place pour répondre et qui présente toutes les normes standards au niveau international. Même vous voyez derrière nous les plastiques qui sont mis en place. Vous savez, le virus, vous savez, le coronavirus est causé par un virus et ce virus se transmet par voie respiratoire et précisément par les gouttelettes, soit par un toux ou bien par un éternuement. Alors toutes ces gouttelettes-là et toutes ces petites particules qui sortent de la bouche ou bien du nez seront stoppées par ce modèle derrière nous, plastique qui a été mis en place et qui répondent aux normes internationales. Ceci répond aux mesures que le gouvernement de Djibouti et le ministère de la Santé ont mis en place pour ce phénomène épidémique international lié au virus du coronavirus. Tout à fait autre chose. Cette fois-ci, une signature d'accord a été signée ce matin au salle de réunion du ministère du Budget entre le ministre du Budget et le Fonds arabe de développement et de l'économie et sociale. Cet accord portait sur le projet du central de Demirjouk, extension et développement des réseaux de transport électrique. L'évolution économique importante de Djibouti va se traduire pour l'électricité de Djibouti à une croissance annuelle de plus de 10% de la demande à laquelle l'EDD ne saura la satisfaire sans une augmentation de ses capacités et de production électrique de son réseau de transport. Rappelons que ce projet de développement du réseau de la production électrique comprend deux projets. La première, la construction d'une centrale dual fuel de 50 MW à Demirjouk avec un coût total estimé à 95 et 98 millions de dollars qui sera financé par le FADES. Le ministre de l'Énergie a expliqué que le projet du central de Demirjouk, extension et développement de ce réseau de transport électrique,
va se situer à Demirjoug. Le ministre a rappelé que la délégation FADES est à Djibouti depuis 2 semaines et travaillait d'arrache-pied avec le ministre de l'Énergie et le DD, et que, en effet, l'électricité de Djibouti compte réaliser des projets d'extension, de développement du réseau, de la création d'une nouvelle centrale de production électrique à Demirjoug. Écoutons à présent le ministre du Budget sur cette signature d'accord entre le ministre du Budget et le Fonds arabe de développement et de l'économie sociale. Nous venons de parapher une convention avec les FADES, dont nous remercions l'effort qu'ils font depuis le début de l'indépendance de notre pays. Ils ont toujours supporté. Qu'il faut marquer que même sur ce projet, ce qui était prévu, ils ont doublé leur portefeuille. Et nous le remercions. Nous le remercions de l'effort qu'ils ont apporté en plus. Nous espérons que le FADES sera toujours auprès de notre pays comme toujours. Et j'espère que ce projet a une double vision. La première vision, c'est de nous permettre d'avoir plus de capacités énergétiques. En plus, dans la zone où on va installer, il y aura des investissements. Donc l'EDD sera en mesure de répondre à ces investissements. Et dans une seconde phase, en cas où il y a une rupture, l'EDD aura suffisamment de capacités pour répondre à la demande du pays. Et nous remercions le fonds FADES, le fonds arabe, et j'espère que notre collaboration va continuer. Je vous remercie. À l'instar du monde, la République de Djibouti va organiser les commémorations de la Journée internationale de la langue dont les activités vont démarrer. Cette journée est célébrée le 21 février de chaque année à travers le monde. Placé sous le patronage des plus hautes autorités, cette année, le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF compte organiser pour des raisons de convenance la célébration de la dite Journée internationale de la langue maternelle le jeudi 20 février, qui aura lieu du vendredi 21 février, qui est un jour férié. Mais les activités vont démarrer dès demain au Palais du Peuple. Jeudi dernier, le ministre Moumine Hassan Barre avait organisé une réunion de travail avec la participation des présidents de PEN Afar et Somali. PEN, des représentants de différents ministères, des représentants des associations et de la société civile, des artistes et des hommes de culture. Lors de la réunion, le ministre Moumine avait annoncé que le développement des langues maternelles est une priorité de la politique culturelle du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Tout à fait autre chose. Visite de courtoisie de Sir Moufarah au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. C'est dans une ambiance plus que fraternelle que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a accueilli aujourd'hui dans son cabinet l'athlète international somalo-britannique Moufarah, introduite par le secrétaire général de la primature, Naguib Abdellah Kamil, et accompagné de son coach personnel, Gary Luke, en présence de la présidente du comité olympique djiboutien, Aïcha Gar Ali, du président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismaël Hassan. Le quadruple champion olympique de course à pied sur 5000 et 10 000 mètres, M. Moufarah, s'est montré enthousiasme par l'accueil qui lui a été réservé par les hautes autorités dans sa mère à patrie. La rappelant que l'athlétisme, discipline de prédilection des Djiboutiens, a dominé les échanges de cette rencontre entre le secrétaire d'État et Moufarah. Et le star international a assuré de sa totale disponibilité d'apporter conseils, expertise aux jeunes athlètes djiboutiens pour augmenter leurs chances de gagner des médailles lors des Jeux Olympiques prévus Tokyo 2020. Prenant la parole à son tour, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de remercier Moufarah de cet élan de solidarité pour rehausser le niveau de nos athlètes qui se préparent à Addis Abeba, a-t-il rappelé, et a assuré qu'il fera un déplacement prochainement dans la capitale éthiopienne pour une rencontre de dernière mise au point en présence de M. Moufarah. Toujours aux nouvelles du pays, le Sheraton Hotel a abrité ce matin un atelier de validation du protocole national du développement du système national de suivi et d'évaluation du secteur d'eau et d'assainissement au milieu rural. L'atelier a été organisé par le ministère de l'Agriculture en étroite collaboration avec l'UNICEF et a vu la participation des représentants des institutions publiques.
La représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, a prononcé un discours dans lequel elle soutient le ministère de l'Agriculture pour l'accompagner dans le processus d'opérationnalisation du système de suivi et évaluation des services d'eau, d'assainissement et hygiène. Du système à travers un accompagnement technique étalé sur une période de 12 mois. Au terme de cette période, le système de suivi et évaluation des services d'eau, assainissement et d'hygiène sera fonctionnel et rendra disponibles des données récentes, fiables et en temps réel pour permettre une bonne gestion des interventions de eau, assainissement et hygiène dans le pays en vue de l'atteinte d'une couverture universelle en service d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi, qui a présidé l'ouverture de cet atelier, a expliqué que son département poursuit ses efforts et que le dispositif de suivi et évaluation de l'eau et de l'assainissement, de l'hygiène en milieu rural doit permettre de faciliter l'atteinte des objectifs du gouvernement. Nous l'écoutons. L'éradication de la soif et la facilité d'accès à l'eau potable et de l'assainissement constitue l'une des priorités du gouvernement de Djibouti et notamment du ministère de l'Agriculture. Faire de ces vœux une réalité concrète et mettre les populations des zones rurales à l'abri des difficultés liées au stress hydrique sont les nobles missions que poursuit sans relâche le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'hydrologie rurale. Dans ce cadre précis, le ministère, à travers la DHR et l'appui de l'UNICEF, a développé depuis 2019 le protocole national du système de suivi et évaluation du secteur WASH en milieu rural, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Le document est conçu avec l'appui d'un bureau d'études dénommé Consinus et validé en février 2019 à travers un atelier de validation qui a eu lieu le 19 février 2019 au Sheraton Hotel, ici même. Nous nous sommes encore réunis aujourd'hui au Sheraton Hotel pour faire part du lancement de l'opérationnalisation effective du dispositif des outils du système de suivi et évaluation. Les dispositifs de faciliter l'atteinte des objectifs du gouvernement en créant un processus capable de mesurer périodiquement l'étendue, la profondeur et l'évolution de la mise en œuvre des différentes actions dans le secteur WASH. Il servira aussi à analyser l'approche d'intervention de résultats, les effets, les impacts et les résultats, ainsi que les limites et les contraintes. Autre nouvelle dans ce 22h, le colonel Waas Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, a accueilli chaleureusement dans l'enceinte de la direction générale de la garde-côte 6 à Escale une forte délégation conduite par le major général Alexander Osterkov, le représentant du ministère de la Défense de la Fédération de Russie à Djibouti, en présence de l'ambassadeur russe, M. Mikhail Golvanov, et des officiers de la garde-côte. La salle polyvalente du lycée industriel et commercial du Djibouti a abrité ce matin un atelier de formation et d'éducation en activités physiques et sportives adaptées pour les personnes à besoins spéciaux. La salle a rassemblé le directeur de l'ANPH, de Al-Saïd Mahmoud, le proviseur du LIC, du président du réseau des personnes handicapées, Idriss Moumin Abdi, et une trentaine d'enseignants pour les personnes à besoins spéciaux. Rappelons que cet atelier a pour objectif de former les enseignants dans ce domaine et qui est le sport afin qu'ils répondent aux besoins de la personne en situation de handicap en utilisant une activité sportive comme support. Au cours de cet atelier, la formatrice a fait des présentations des métiers éducateurs sportifs, une présentation des différentes structures et types d'accompagnement. Eh bien, le président du réseau des personnes handicapées, Idriss Moumin Abdi, et le directeur de l'ANPH, de Al-Saïd Mahmoud, ont rappelé que les activités physiques permettent de travailler à la fois les capacités physiques, mais également les capacités intellectuelles, et aussi afin de former les enseignants dans ce domaine, et que le sport, afin qu'ils répondent aux besoins de la personne en situation de handicap, en utilisant une activité sportive comme support. Autre nouvelle du pays, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité une série de formations continues pour les personnes enseignants et non enseignants
durant cette semaine de vacances interruptives. La directrice générale du CFFF, Mme Aïcha Farah Itiré, accompagnée de ses collaborateurs, a procédé au lancement de ces formations ce matin. Outre les formations habituelles et renforcement des capacités pour les enseignants dans le cadre de la pratique des classes, une formation sur le décrochage scolaire a vu la participation du personnel des encadrements et des chefs d'établissement du moyen et du secondaire, ainsi que des régions. Ces formations se succéderont tout au long de la semaine pour les enseignants de la base, du moyen et du secondaire. En outre, le personnel de la vie scolaire, moyenne et secondaire et les enseignants du préscolaire bénéficient également d'une formation. Par ailleurs, les directeurs et enseignants des écoles des camps des réfugiés participent parallèlement à une formation comme leurs collègues de l'enseignement public. Il a noté que le MENFOP offre depuis 2 années des formations au personnel des écoles des réfugiés dans le cadre de la politique éducative intitulée « Éducation pour tous », mise en place par le gouvernement djiboutien. À l'essentiel, j'aimerais dire que ce matin depuis hier jusqu'à jeudi, nous avons grosso modo un ensemble de 2000 formés. Donc c'est un public assez conséquent qui est tout simplement composé des enseignants, du préscolaire jusqu'au lycée, que ce soit les lycées généraux, mais aussi les lycées de l'enseignement technique et la formation professionnelle. La formation est un levier important pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Notre système éducatif se veut un système éducatif équilibré, inclusif et de qualité. Je n'aimerais pas aussi oublier que d'autres formations des formateurs se déroulent en ce moment avec des experts étrangers. Je pense surtout à une formation pour les conseillers pédagogiques et les formateurs du centre en anglais. Je vous le disais dans le titre. Après le Sénégal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu à Luanda pour une visite de travail en Angola visant à renforcer la coopération entre les deux pays. À Luanda, M. Pompeo a rencontré le président angolais João Lourenço. Ils ont discuté des relations diplomatiques et de coopération entre les deux pays. Après le Sénégal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu à Luanda pour une visite de travail en Angola visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain a réaffirmé le soutien de son pays aux réformes en cours en Angola. Avant l'Angola, Mike Pompeo s'était arrêté au Sénégal. Il a quitté la capitale angolaise pour Addis Abeba en Éthiopie. La tournée africaine du secrétaire d'État américain Mike Pompeo se conclura avec une toute dernière étape dans la capitale éthiopienne où il s'entretiendra avec le Premier ministre Abiy Ahmed Ali. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.